Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food. Bonjour à tous, bienvenue dans Bande de Food, le podcast de Bouche. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes dans un lieu merveilleux, un nouveau temple des bons produits, la cité de la gastronomie à Dijon, sous le soleil un peu changeant, donc si on a les yeux qui plissent, vous comprenez pourquoi. Autour de la table, il n'y a que des gens talentueux, des gens merveilleux. Romain Tinchenko, qui est le directeur culinaire de la cité gastronomique. Bonjour. Salut Romain. David Gomez. Là, on a la chance d'avoir deux meufs autour de la table aujourd'hui, deux meilleurs ouvriers de France. David, qui est le meilleur ouvrier de France poissonnier écaillé. C'est ça. C'est quoi la différence entre poissonnier et écaillé? On peut être poissonnier sans être écaillé? On peut être poissonnier sans être écaillé, mais le titre de meilleur ouvrier de France, c'est poissonnier écaillé, donc tout le poisson et le fruit de mer. On prend tout. On prend tout. Faut tout savoir. Lauriane Krief, tu es la cofondatrice de ce lieu incroyable, le village gastronomique, en plein cœur de cette cité. On va en parler dans un instant. Bonjour. Un autre meilleur ouvrier de France, je crois que tu étais le premier meilleur ouvrier de France torréfacteur. C'est ça, J'avais la pas première qu'il y a- promotion. Ouais. Voilà, je savais pas qu'il y avait des champions du monde du café. Ah oui. C'est la classe. Vincent Ballot Il fallait bien terminer le repas par quelque chose, donc... et Émilie Janin du bœuf éthique. C'est ça. Le bœuf éthique, ça veut dire quoi? En fait, c'est des animaux qui sont nés, élevés et abattus à la ferme. On a mis en place le premier abattoir mobile en France et donc du coup, on distribue la viande sous la marque Le Bœuf Éthique. Eh ben, on va parler dans un instant. On va revenir sur la cité de la gastronomie. C'est un lieu qui vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette cité? Et dans cette cité, on trouve tout ce qui est gourmand. Ouais. Alors, à la fois sur la thématique de la culture, Ouais. on a de la formation et puis on a des commerces et des restaurants. Donc, c'est vraiment un triptyque ici extrêmement riche. Commerçants, producteurs, restaurateurs, chefs. Voilà, le village gastronomique, c'est le cœur gourmand de la cité. Ouais. On a 9 boutiques autour des métiers de bouche, une cuisine expérientielle, 4 restaurants, une librairie gourmande. Et voilà, on rend hommage vraiment au repas gastronomique des Français, qui Alors, a il y été a inscrit... Il y a des grands chefs. Il y a des grands chefs, absolument. Il y a Éric Prat. Il y a Éric Prat, qui est le directeur culinaire de la table des climats et du comptoir de la cité. C'est Ce le sont 3 les- étoiles de la maison La Meuloise, pas loin d'ici. Absolument. Absolument. Et puis, il y a aussi d'autres grands chefs qui sont ici à la table. Bah oui. Romain Tinchenko, qui est le directeur culinaire de la cuisine expérientielle. Et à jamais le premier, puisque tu es le premier vainqueur de Top Chef. Ouais, tout à fait. Je suis un peu le Jennifer de la cuisine. D'accord. Je veux dire ça pour les références. Ça veut dire quoi, directeur culinaire? Directeur culinaire, c'est mettre en place les choses, me donner des idées aussi. C'est cool parce qu'il y a une superbe équipe ici, donc c'est vrai que tout le monde écoute. Donner voilà, un peu une direction, on va dire, sur le lieu. Et puis la cuisine expérientielle sera plutôt un bistrot. Enfin, moi j'aime bien le bistrot. Pour moi, le bistrot a autant sa place dans le mot gastronomie. Il ne faut pas dire que la gastronomie, c'est uniquement des grands plats, des grands... C'est vraiment la cuisine simple aussi et gastronomique au final. Alors je sais pas Par si c'est un exemple. grand plat, mais ça fait le lien avec le superbe tout à poulet fait. que tu nous as amené, mais un poulet très particulier. Ouais, alors moi n'étant pas bourguignon normand d'origine, en venant ici, j'ai appris l'histoire du poulet Gaston Gérard et j'ai essayé de m'approprier un peu la recette. Donc la recette du poulet Gaston Gérard, donc c'est évidemment une volaille de Bresse pour commencer. Cette recette, c'est une erreur qui a été créée, qui n'a pas été créée du coup par la reine Geneviève en 1930, donc à Dijon. Elle avait à l'époque, elle invitait le grand critique gastronomique Kurnonski, c'était le seul et le unique. Et elle avait mis trop de paprika dans sa sauce, et du coup elle a essayé de la rattraper. Elle a mis du vin blanc, de la crème et du comté. Donc ça donne pas très envie sur le papier. C'était qui Gaston Gérard? C'était le maire et le ministre et un ministre. C'était le maire de Dijon et un ministre à l'époque. Alors derrière toi, il y a un truc qui s'appelle la cuisine expérientielle. Ouais. C'est aussi un truc que tu animes. Tu fais Ouais. quoi? Des masterclass, des Là, on sera ateliers? plusieurs, il y aura plusieurs intervenants, mais oui, c'est un lieu qui va être vraiment vivant. La cuisine sera complètement ouverte, donc c'est-à-dire que les gens arriveront dans la cuisine et pourront voir ce qui se passe. Le midi, il y aura une formule, je crois qu'on est autour des 20-25 €, je pense, entrée plat dessert, donc une cuisine des bons produits du village, bien évidemment. Et les gens pourront voir ce qui se passe dans la cuisine, ce ne sera vraiment pas opaque. Et il y aura des masterclass avec des intervenants extérieurs, des chefs un peu partout. On parle de masterclass, il y a aussi, au-delà des artisans, des commerçants, etc., il y a une école. Exactement, il y a l'école Ferrandi qui s'est On installée. connaît bien à Paris. Exactement, que vous connaissez bien à Paris et qui s'est installée ici. Donc il y a une école de cuisine et une école de pâtisserie.
Ils forment des apprentis, des chefs? Ils forment des apprentis, des chefs, exactement. C'est une école professionnelle. Alors ce village gastronomique, il y a quoi comme commerçants? Et comme commerçant, il y a toutes les thématiques. Donc il y a fruits, légumes, fromage, épicerie fine, les chocolats, le café, les arts de la table, bien sûr. Et bien évidemment, le manège à moutarde. Et le manège à moutarde. On ne peut pas venir à Dijon sans parler de moutarde. Exactement, on ne pouvait pas, nous, ouvrir un tel lieu en plein cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des petites moutardes d'ailleurs là, non? Exactement, il y a des moutardes. Donc il y a la qui viennent directement du manège derrière? Qui viennent du manège derrière et puis qui viennent surtout de la région. Mais Edmond Fallot, c'est qui sur la moutarde? Edmond Fallot, c'est un des plus grands producteurs emblématiques de la région. D'accord. Qui se bat pour l'IGP moutarde de Dijon, vin blanc. Moutarde de Dijon, exactement. Et qui s'est battu aussi pour replanter les graines de moutarde. Parce que vous savez que les moutarde graines de cognac. Ouais, alors ça, c'est moutarde de Meaux, c'est encore un peu différent. Vous pouvez goûter. Moutarde de Meaux, c'est à Meaux. Là, on n'est plus dans la région Bourgogne parce qu'ici, en fait, on rend hommage au repas français. Donc, on a fait la part belle à tous les produits de la région, mais aussi de toute la France, puisque c'est faire rayonner la gastronomie française nationalement, mais aussi à l'international. Bah, tu m'as dit d'ailleurs, il y avait quasiment 100% des produits qui sont made in France. Exactement, exactement. Quasiment 100%. Là, tout ce que vous voyez sur la table, c'est made in France, à part les graines de café de Vincent Ballot. Même s'il y a du café en France aussi. Il y a du café en France. Ah ouais? Il y a des productions de café en France? Ça commence. À l'île de la Réunion notamment, et on travaille sur une IGP aussi, enfin une AOP à l'île de la Réunion, le Bourbon Pointu, et c'est un de nos combats des années à venir, comme a été l'IGP Concoyote en Haute-Saône qui vient d'obtenir le label. Donc on est très fiers de pouvoir un jour proposer... Toi, tu viens pas du Pérou, tu viens de Marnay. Je viens de Marnay, qui est au sud, mais de la Haute-Saône, effectivement, pas du tout au sud de l'Amérique. Donc, on est en Haute-Saône, fiers d'être au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté aussi, pour accompagner ce puzzle de la gastronomie, ce puzzle des compétences. Et on est ravis d'être là dans ce beau projet. Ça s'appelle la Maison Lagrange. La Maison Lagrange, c'est une grange. On n'a rien inventé. Il y a une grange agricole dans laquelle ma femme, Barbara, et moi, surtout elle, a créé, il y a maintenant plus de 15 ans, un lieu emblématique où on déguste des infusions du thé et du café accessoirement. Donc il y en a un qui fait le café, l'autre qui fait le thé? Exactement, comme ça on ne s'engueule pas, c'est ça qui est bien. Et c'était vraiment son idée au départ, on l'a pris pour une folle au départ sur un village de 1500 habitants, de créer et d'avoir une expertise sur un domaine très particulier qui est la fin de la table française, que Lauriane évoquait tout à l'heure, qui est reconnue à l'UNESCO. On termine sur les boissons chaudes et elle, son leitmotiv, c'était de révolutionner les infusions, révolutionner l'épice mémère, comme on dit chez nous. Changer un peu la verveine, la camomille, etc., avec des choses un peu plus sympas, un peu plus fun. Et puis, comme j'étais jaloux de ce qu'il faisait, je me suis dit, je vais faire du café. Et donc, je l'ai accompagné dans son aventure. Et alors, comment on fait un bon café, à part demander à sa grand-mère? Eh bien, moi je suis aussi grand-père, donc le grand-père c'est aussi faire un bon café. Et on fait un bon café surtout quand on est entouré avec des amis, parce que le café c'est un moment convivial de partage, et peu importe l'origine qu'on choisisse, il faut le boire avec des gens sympas, et le café sera bon, c'est sûr. Tu étais le premier meilleur ouvrier de France torréfacteur. C'est quoi le concours de... Qu'est-ce qu'on te fait passer comme épreuve? C'est vrai, effectivement, je suis un peu comme les Marseillais, à jamais le premier français, un des meilleurs ouvriers de France. Il ne faut jamais oublier le un des meilleurs ouvriers de France. On était 3 dans cette première promotion. Il y avait 2 jours d'examen avec une douzaine d'épreuves qui va de la dégustation de café vert, de la dégustation de pack de café, pardon, de la description de café vert pour retrouver les pays d'origine, des épreuves de torréfaction bien sûr, des mises en situation, puis une œuvre aussi qui était une maquette d'une boutique de torréfaction le jour de son ouverture, qui met en avant les producteurs, parce qu'il faut toujours parler du produit, rien que du produit. On ne fera jamais un bon café si on n'a pas un bon produit d'un bon producteur au départ. Alors qu'est-ce que tu nous as amené là? Parce que moi je ne savais pas qu'il y avait plusieurs couleurs de graines de café comme ça, qui sont vraiment totalement différentes, vert, jaune, noir. J'ai commencé par l'origine du café. L'origine au départ c'est une cerise, exactement comme la cerise de Fougerolles. On commence par l'origine qui est le café, qui est une cerise. Bon là elle est un peu noircie si tu veux, mais et dans une cerise, chez nous on mange la pulpe et on crache le noyau. Et en pays producteur c'est l'inverse, on dépulpe la cerise, vous voyez, on enlève la pulpe et à l'intérieur vous avez une graine de café. T'en as partout? Bah oui, j'en ai partout, mais c'est parce que je viens de dépulper la cerise. Je croyais que c'était super sec, moi, le café. Non, le café, il est sec, après, il est séché comme ceci, de façon un peu miellée, pour donner un peu de sucrosité, effectivement, au café. Ensuite, le café est dépulpé, déparché, on va dire. Ouais. On enlève, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur de la graine, vous avez, après, le café vert qui vient de sortir, là. Et ce café vert va être ensuite torréfié, brûlé, en faisant faire ce que tous les chefs comme Romain connaissent très bien, la réaction de Maillard, c'est-à-dire on utilise le fait qu'il y ait à la fois du sucre, à la fois des acides aminés, donc des protéines dans le café, pour avec de la chaleur et de l'eau, lui faire cette réaction de caramélisation, cette réaction de brunissement,
qui donne au café cette saveur très particulière. Je pensais que la réaction de Maillard, c'était que pour la viande, mais en fait, c'est aussi pour le café. Dès lors qu'il y a des acides aminés, du sucre, de l'eau et de l'énergie, tu fais du Maillard avec n'importe quoi, de la viande, des pépins, des amandes pour faire une truite. On fait de la réaction de Maillard sans arrêt. Avec du pain, on fait de la réaction de Maillard. Alors, t'es venu avec ton arbre. Et je suis venu avec mon arbre. Bleu, blanc, rouge. Au pied de mon arbre, j'y suis heureux. C'est en fait le café, une fois qu'il a poussé, effectivement, si vous plantez la cerise que je vous ai montré tout à l'heure, au bout de quelques semaines, vous obtenez un petit arbre qui ensuite deviendra comme ceci. Donc on peut faire pousser du café à la Cité de la Gastronomie. C'est ça qui est génial. Alors pas grâce au réchauffement climatique, mais parce qu'il fait bon ici, qu'il fait bon vivre à la Cité de la Gastronomie. Et d'ailleurs, comme on est dans le bleu, blanc, rouge, tu nous as amené une nappe un peu particulière. Oui, absolument. C'est une nappe du jacquard français. Donc ce sont des métiers à tisser vraiment d'origine française et qui ont une grande histoire. Et ça, c'est la table, le modèle Élysée, qui a été commandé par l'Élysée, puis après ils en ont fait une collection. Parce que le président, en plus de tout ce qu'il a à faire, il fait des nappes. C'est ça, il commande des nappes, exactement. Voilà, donc c'est un très joli, c'est un peu la réinterprétation du carreau, tu sais, de la guinguette, de la nappe à carreaux, et qui a été un peu revue pour être un peu plus chic. Et, très chic, très élégante. Très chic, très élégante, française. mais à la fois la bonne franquette, quoi, tu vois. On est dans le carreau. David, c'était quoi, toi, ton épreuve pour être MOF? Plutôt simple. Nous, c'était juste sur un jour à l'époque. Maintenant, c'est sur 2 jours, puisque le concours de meilleur ouvrier France en poissonnerie, c'est aussi relativement récent. Ça a été créé en 2007. Moi, je suis à la seconde session. Et donc, on a fait évoluer maintenant sur 2 jours. Mais moi, à l'époque, c'était un petit peu d'oral et d'écrit pour avoir toutes les connaissances théoriques qu'il faut autour du poisson. Donc là, on nous pose des questions sur tout ce qu'il faut savoir sur le poisson. C'est très, très varié. Ensuite, une partie de découpe de poisson, présentation poisson et un buffet de fruits de mer. Tu as découpé quel poisson? Plusieurs, tous. Tout type de poisson, des poissons plats, poissons ronds. Ensuite, toutes les préparations qu'on nous demande, paupiètes, rôtis. Des découpes ancestrales comme des merlans béliers, des choses qui ne se font plus du tout en cuisine. Je pense que Merlan bélier, j'ai jamais entendu. Merlan en colère. Mais bon, voilà, notre savoir, c'est aussi garder le savoir ancestral pour pouvoir le retransmettre aux autres. Et donc, on a aussi toutes ces Donc, tu travailles dans la poissonnerie qui est juste derrière nous? Tout à fait, à l'écaille là-bas, oui. Qui est magnifique. On mettra des photos sur le compte Instagram de Bande de Food. Très bel endroit, ouais. Avec un étal particulièrement bien achalandé et 100% particulièrement français. bien designé. Ouais, et puis quelque chose de 100% français. On ne vend que du poisson français. Voilà. Il y a des saisons des poissons? Ouais. On connaît bien les saisons des fruits, mais on connaît moins la saison des poissons. Il y a beaucoup de saisons sur les poissons parce que c'est quand même un poisson semi-migrateur. Et il y a aussi la période de la reproduction. Reproduction, il sera moins bon, il y aura moins de gras dans les chairs et ce sera beaucoup moins bon. Donc ça va être mon boulot de sélectionner ce poisson-là pour travailler que du poisson de saison. Et alors j'ai regardé, il y a marqué Quilly aussi. Quilly, c'est une marque de crevettes. Voilà, je travaille pour cette marque-là de crevettes aussi et que je représente parce que c'est une aquaculture durable et sans aucun rejet sur le milieu naturel. Oui, alors je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu, ils protègent la forêt tout autour de l'élevage de crevettes. Ouais, c'est une famille qui fait ça au Mozambique et c'est un super produit, c'est pour ça que je me suis allié à eux. Parce qu'à la base, je suis aquaculteur et du coup montrer qu'il y a aussi des aquacultures durables et sans impact sur l'environnement. Et donc tu vas au Mozambique un peu? Pas encore, bientôt, c'est prévu. C'est les crevettes qui viennent à toi? Voilà, pour l'instant. Tu pêches à la ligne? Oui. À la mouche? À la mouche, moi je pêche tout, partout, tout le temps. Dès qu'il y a de l'eau, je pêche. Là, lundi, j'étais avec les pêcheurs à la ligne de Saint-Jean-de-Luz. J'étais à Cibourg, sur le gouffre, pour aller défendre un peu la pêche artisanale. Super moment avec des gens... C'est le thon en ce moment? Là, on était sur le merlu. Le thon, pas encore. Ok. On était sur le merlu de ligne, qui est vraiment une spécialité du Pays Basque. Et avec une pêche qui est juste artisanale, hyper respectueuse de l'environnement. Et on a été sourcés pour nos produits ici. Alors c'est étonnant parce que toi tu as commencé dans une région qui est vachement connue pour les poissons, c'est Bagnères de Bigorre. Oui, mais bon, ça c'était quand j'étais jeune. J'ai eu ma poissonnerie à Bagnères de Bigorre pendant une dizaine d'années. C'était un super endroit dans des halles magnifiques où j'ai un peu dans cet esprit ici, cet esprit un peu village, qui était vraiment hyper agréable. Et j'ai progressé là-bas parce que j'ai dû me dépenser chaque jour pour savoir qu'est-ce que le client voulait et comment gagner un client, parce que c'est une toute petite ville. Et faire manger du poisson à des bagnérés, c'était pas facile. Tu y arrivais? Ouais. C'est comme ça qu'il est devenu MOF. C'est en grande partie grâce à ça, ouais, tout à fait. Émilie, je savais même pas que ça existait les abattoirs mobiles. Parce que c'est tout récent, c'est vrai que notre abattoir mobile a été mis en route fin août dernier. Donc ça consiste concrètement, c'est quoi? T'as un camion?
C'est 3 camions, ouais. C'est 3 semi-remorques qui ont été aménagés pour que quand ils s'assemblent sur une ferme, en fait, quand on rentre à l'intérieur, on oublie qu'on est dans des camions, on est dans un abattoir. Alors notre abattoir, nous, il s'occupe que des bovins, donc c'est l'espace la plus grosse. Donc voilà, c'est pour ça que c'est 3 semi-remorques aussi. Et quand ils vont s'installer, par exemple, la partie abattoir en tant que telle, c'est des camions un peu pop-up, donc ils vont s'élargir et surtout gagner en hauteur pour pouvoir faire tout le travail qu'on a besoin de faire. Donc l'idée, c'était en fait d'utiliser les technologies du jour, enfin de notre nouveau siècle, en se disant on va déplacer l'abattoir pour aller sur les fermes et non plus transporter les animaux sur des longues distances. Et donc quand on ramène l'abattoir sur les fermes, forcément on enlève toute cette période de stress, de manipulation d'animaux, etc. C'est en ça que c'est éthique, c'est-à-dire que vous respectez les Voilà. bêtes au moment du sacrifice. C'est ça, oui, parce qu'on ne fait que des abattages après étourdissement, donc c'est-à-dire qu'on leur enlève la conscience avant de procéder à la mise à C'est mort. l'inverse de toutes les images immondes qu'on Exactement. voit sur les gros trucs industriels où ils respectent pas les bêtes, quoi. Voilà, les animaux ne sont pas respectés, et puis même la qualité de la viande n'est pas forcément respectée. C'est-à-dire Ça a un impact, quand on travaille avec des animaux pendant des longues années en tant qu'éleveur, parce que je suis éleveuse à la base, voilà, cette étape d'abattage où les abattoirs sont de plus en plus éloignés de nos fermes, ça implique des transports longs d'animaux et ça altère forcément la qualité de la viande qui est les muscles, hein, on mange leurs muscles. Et quand ils ont mobilisé toute leur énergie dans le fait juste de rester debout dans des bétaillères par exemple, c'est très technique, mais ils vont mobiliser les énergies, donc l'adénosine triphosphate qui est dans nos muscles, mais le phénomène de maturation qui est indispensable pour la viande de bœuf, c'est en fait des enzymes qui vont venir casser les molécules de collagène qui font que les muscles tiennent ensemble. Ça, pour le faire, ces enzymes elles vont avoir besoin de cette adénosine triphosphate. Donc si tout a été consommé avant la mise à mort, la maturation ne peut pas avoir lieu. Et donc en fait, tout le travail derrière de boucherie, de découpe, etc., et même de chef à cuisiner, est carrément limité parce qu'on aura abîmé le produit de base, quoi. Donc tes clients, ce sont les éleveurs. Oui, on a 2 types on est en relation avec les éleveurs avec qui on travaille, effectivement. Et c'est éthique dans le sens où, en fait, on leur demande pas à eux de payer l'abattage, c'est-à-dire qu'on leur achète les animaux et on s'occupe de vendre la viande derrière sous la marque Le Bœuf Éthique. Et donc, nos clients, c'est des chefs des restaurants, des bouchers, voilà, et des clients particuliers aussi. C'est vrai que ça m'a un peu réconcilié avec le bœuf. C'est vrai ? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Non, mais vraiment. Toi, t'as fait la marche arrière. Non, moi je mangeais de moins en moins de bœuf et c'est une question d'envie, tout ça. Je ne deviens pas végétarien, mais c'est vrai que c'est toujours un peu déçu du bœuf et c'est exactement ce que tu expliques en fait. Et je trouve que les viandes que tu achètes, même des bonnes viandes mal abattues, c'est toujours un côté un peu acide, qui te brûle un peu les gencives, et c'est exactement les acides que tu parles. Et tu les as pas dans cette viande du bœuf éthique, et ça se ressent clairement. C'est beaucoup plus digeste. Par exemple, manger de la viande rouge le soir, moi je sais que je dors pas, et le bœuf éthique, tu vas pas en manger non plus 300 grammes. Et puis de toute façon, les bons produits, il n'y a pas besoin d'en manger 300 grammes. Faut manger moins mais mieux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une bonne volaille, il n'y a pas besoin à 6, tu manges sur une bonne volaille de ferme, quoi, sans qu'elle fasse 4 kilos, tu vois. Et le bœuf, c'est pareil, donc c'est bien élevé, bien abattu, il n'y a pas de secret, en fait, au final, quoi. Ça joue vraiment sur la tendreté de la viande et oui, les saveurs. Enfin, les gens nous disent aussi que a priori, c'est plus digeste, moi. Alors, est-ce que c'est moi ou c'est peut-être la partie psycho on n'a aussi, pas tu te encore dis, fait d'études de digestibilité, non, mais parce qu'on démarre, mais c'est vrai que c'est possible. Je trouve que tu la digères beaucoup moins. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des études, qu'on puisse les mener en tout cas, parce que oui, je pense que c'est lié. Enfin, forcément, nous, quand on a du stress, on le traduit dans nos propres muscles, on le sent, nos tensions. Je vois pas pourquoi les animaux le vivraient pas, et donc il va aussi certainement avoir des histoires de toxines et des choses comme le gibier, hein. Le gibier voilà. qui Si tu perçois toi aussi le bien-être de la bête, tu vas en tant que consommateur avoir aussi quelque chose de positif, donc c'est bien. Ouais, donc moi, je t'ai connu à travers un super documentaire. J'ai vu que tu as eu plein de prix. Commence par toutes les petites palmes comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça t'a donné envie de faire d'autres films productions comme ça? Non, alors c'était incroyable parce que ce documentaire, c'est une mangeuse, on va dire une consommatrice qui est vidéaste à la base, qui m'a contactée en me disant, donc c'était en 2018, j'étais encore dans la réflexion de ce projet d'abattoir mobile, et du coup elle m'a contactée en me disant, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais bien faire un film sur vous. Et moi je ne la connaissais absolument pas, mais elle est venue le lendemain où la loi sur laquelle j'avais beaucoup bossé pour justement rendre possible l'abattage mobile à la ferme possible, soit diffusée et votée à l'Assemblée nationale. Donc forcément, quand elle est arrivée le lendemain matin, j'étais super bonne humeur. J'ai dit oui et j'ai donné carte blanche. Mais on est parti comme ça, je la connaissais pas, je lui ai donné vraiment carte blanche. Et elle a fait ce docu qui nous a quand même permis de se rendre compte qu'en fait, et les éleveurs et les consommateurs avaient une attente très très forte. Et donc ça m'a renforcé dans cette idée qu'il fallait absolument qu'on le mette en place, quoi, vraiment. Et puis alors, tant que tu es une entrepreneuse,
maintenant. J'ai vu que tu avais bénéficié de Mimosa. Ouais. C'est quoi Mimosa? C'est une plateforme de financement participatif qui est spécialisée sur l'alimentation, les projets alimentaires et agricoles, quoi, on va dire. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui viennent sur Internet et qui te prêtent de l'argent? Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a voulu monter ce projet d'entreprise et de mettre en place cet abattoir mobile, on a été voir les pouvoirs publics, etc. Ils nous ont dit, en fait, on veut bien vous aider, mais quand vous aurez l'agrément sanitaire, ce qui est possible que quand on a l'outil qui est en fonctionnement. Donc c'était impossible. On vous prête le parapluie quand il fait beau. Voilà. Ouais. Et du coup, il a fallu trouver des solutions pour lever des fonds. Alors, ça s'est passé pendant le confinement, le premier confinement. On ne savait plus trop comment faire. Et Nathalie, donc cette réalisatrice, m'a dit, qui gérait un peu les réseaux sociaux avec moi, elle m'a dit, on n'a qu'à mettre un post sur les réseaux, comme quoi tu cherches 500 000 € auprès d'investisseurs. Et le truc incroyable, c'est que en 1 mois et demi, on a trouvé 600 000 € auprès de particuliers, qui sont mes associés maintenant. Et puis dans la foulée, on a été contacté par Mimosa et on a fait un projet de prêt participatif avec Mimosa. Eux nous ont dit c'est super votre projet, mais parlez pas trop d'abattoir parce que c'est pas très glamour. Mais c'était notre cœur de métier, donc on a quand même communiqué dessus. Et en fait, avec Mimosa, on a récolté 250 000 € en 5 jours, alors que normalement, on en avait 60 jours pour le faire. Donc là, ils nous ont rappelé en disant on n'a jamais vu ça. Et vraiment, ça nous a renforcé en disant vraiment, il y a une attente. Et c'est pas qu'une idée à la noix que j'ai eue un soir, de pleine lune. Et donc du coup, voilà, on a vraiment, ça a consolidé tout le monde. Et les banques après nous ont dit, ah ouais, vous avez quand même réussi à trouver là, près des consommateurs, 850 000 € en 2 mois. Ah ouais, ça a changé tout en fait. Mais elle est venue d'où cette idée d'abattoir mobile? Alors, je l'ai pas inventée. En fait, on avait été suivis à l'époque. Alors, j'ai amené son livre, mais parce que c'est venu à cette époque. J'ai été suivie par un Franck Ribière qui était à un moment donné le réalisateur de film qui s'appelait Steak Révolution, qui est sorti au cinéma à l'époque en 2014, je pense, mais je le connaissais pas, j'avais pas vu son film. Il est venu à la ferme, il nous a suivis. Et lui m'accompagne un jour à l'abattoir, un matin, et me dit je vois que tu mets des rituels en place quand tu emmènes tes animaux, mais on voit qu'il y a du stress, que tu es stressé, que tes animaux le sont. Et après, il me rappelle le lendemain en me disant, il paraît qu'il y a un abattoir mobile qui existe en Suède, il faut qu'on aille voir. Et le truc assez fou, c'est qu'effectivement, 1 semaine après, on était en Suède voir cet abattoir mobile. Et quand je suis rentrée dans l'avion, il me dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, c'est juste génial, j'ai plus cette boule au ventre que j'ai d'habitude. Il faut qu'on le fasse en France. Et lui, il a été assez fou pour me dire, chiche, on y va. Et c'est comme ça que c'est démarré en 2016. On a commencé à réfléchir à comment on pouvait faire, à vérifier que, est-ce que la loi le permettait? Non, il fallait adapter un tout petit peu les choses. Comment on a fait? Voilà, on a commencé à réfléchir et sur le business plan et sur l'aspect réglementaire pour pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Romain, toi, t'es un petit peu un chef mobile aussi? Ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a des clients qui m'ont fait une vanne une fois parce que justement on était mobile et puis on bosse aussi avec Matt d'Alambic Bourguignon, donc qui est mobile. Je parlais du bœuf éthique et du coup on s'est pris c'était mignon, une petite vanne en disant mais vous adorez tout ce qui est mobile. C'était un peu vrai. Paradoxalement, tu dis que t'es un chef en rad? Ouais, non, rad. Ouais, j'ai eu un resto à Paris pendant 10 ans qui s'appelait Le Galopin, que j'ai vendu premier confinement, donc je suis assez fier de moi pour le coup. Juste avant? Ouais, juin 2020, j'ai vendu mon resto. Et on est venu avec Yulia s'installer en Bourgogne pour créer RAD, donc RAD Restaurant à Demeure. RAD, on sait tous ce que c'est. C'est un bistrot où tout le monde se retrouve et on boit des coups, on mange dans la simplicité. Et ici, c'est ce qu'on a créé. Donc on se déplace chez les gens. Donc on fait aussi des pros, donc des caveaux de dégustation, des vignerons, tout ça. Et plutôt on va dire du privé le soir. On se déplace avec la vaisselle et on source principalement des producteurs locaux. Donc je vais le cochon qui est à 8 km de chez moi, donc le bœuf éthique aussi qui est dans la région, tous les maraîchers, c'est une région qui est hyper riche. Il y a de tout, il y a du maraîchage, il y a de l'élevage, il y a de la pisciculture aussi, il y a la pisciculture de Crisnon aussi avec qui je travaille qui est en bio. Donc moi c'est hyper important aussi on va dire le raisonner, pas forcément le label AB mais le raisonner raisonnable. Donc je préfère un beau discours, un vrai discours plutôt qu'un label mal exploité. Donc ce qui est important, c'est de rencontrer les producteurs et d'aller les voir et voir comment ils travaillent. Je préfère ça, voilà. Pour avoir la relation de confiance. Ouais, c'est hyper important. Et puis c'est vrai qu'à Paris, on n'avait pas forcément le temps et on prenait pas forcément le temps d'aller voir les producteurs. Ici, on a mis presque 1 an à aller prendre le temps d'aller voir le mec qui fait les asperges, le mec qui fait le cochon là-haut, de visiter les fermes. Et c'est aussi pour ça qu'on est venu ici. On a quitté une grande ville pour justement avoir ce rapport-là avec les éleveurs, les producteurs
Et puis c'est une autre façon de travailler. C'est presque autant de travail parce que du coup, faut aller chercher parce qu'à Paris, vous claquez du doigt, le lendemain, vous êtes livré. Ici, faut faire un peu de route, quoi. Donc, faut organiser un peu la veille des repas, faut qu'on organise un peu nos tournées. Donc, faut aller. Tu fais des ladois, des crêpés, enfin, c'est des bleds un peu, mais bon, c'est ce qui est cool aussi. Donc, si on veut faire des soirées avec toi dans les cuisines, faut nous appeler. Ah bah super. Et on te trouve où ? J'ai pas de lieu encore, hein. C'est vraiment à domicile. On cherche un petit site internet, ici, un petit truc. Déjà ici, on va monter avec Patrick. On va essayer de monter les jeudis soirs. On a trouvé des anciens menus, c'est ça, des menus issus du fonds gourmand. Ouais, issus du fonds gourmand, c'est ça. Les anciens menus qui ont été réalisés, par exemple, à l'Élysée dans les années 80. On va essayer de créer des soirées donc en reprenant ces menus-là, mais peut-être il y a des produits, à mon avis, qu'on ne va plus trouver. Peut-être sur des découpes de poissons, on pourra t'appeler aussi, parce que le merlan bélier, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Et voilà, il va se passer plein de choses dans ce lieu. Et puis voilà. Tu fais des animations, toi, Vincent, autour du café ? Alors oui, on a même une école, nous, qui est certifiée Calliope, où on forme les gens à la dégustation du café, à la botanique du café, aussi à la torréfaction, pour effectivement ceux qui veulent rebondir dans la vie ou comprendre effectivement les mécanismes de torréfaction, etc. Et souvent des torréfacteurs issus de familles, on est torréfacteurs de père en fils, qui viennent comprendre les mécanismes un peu plus scientifiques, techniques, pour pouvoir expliquer. Et on a beaucoup effectivement de gens qui viennent nous voir pour visiter l'atelier de torréfaction et voir comment ça se passe chez nous à Marnay, en Haute-Saône. Et pendant ce temps-là, ta femme, elle fait la cérémonie du thé ? Bien sûr, elle se déguise en geisha japonaise et puis elle fait la cérémonie du thé complètement. Non, c'est ma femme pour l'instant, elle est effectivement sur d'autres cieux puisqu'elle est à l'Assemblée nationale, elle s'occupe du GE, du groupe d'études gastronomie là-bas, et c'est ma fille effectivement qui est très chic. C'est ma fille qui reprend effectivement la conception, les assemblages de plantes, de thé, d'infusion, et qui m'accompagne aussi parce que dans les pays producteurs de café, il y a du thé souvent, puisque ce sont les deux des plantes, on va dire tropicales, qui ont besoin d'être autour de l'équateur, entre le tropique du Cancer et du Capricorne. Donc on va choisir aussi sur place vers nos producteurs, comme le fait David avec le Mozambique, ou toi avec ton fournisseur de poulet de Bresse. On va à la rencontre des producteurs parce que c'est ça la vie, quoi. T'es plutôt Arabica ou Robusta ? Je suis complètement Arabica pour l'instant, pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement, ce sont des cafés qui ont beaucoup plus de finesse, beaucoup moins de caféine, mais avec le réchauffement climatique qui fait qu'effectivement, on va avoir beaucoup moins de terres propices à la culture de l'Arabica, on est obligé de s'exercer et de regarder un peu le Robusta, qui était un peu le parent pauvre du café, parce que très fort en caféine et puis aussi très peu qualitatif d'un point de vue profil aromatique. Donc on commence à trouver des Arabica et des Robusta, des Robusta de qualité. Et t'es plutôt filtre ou capsule ? Je suis plutôt filtre. La capsule a eu l'avantage de ramener à la consommation du café des gens qui s'en étaient détournés par le clubbing, parce qu'ils aimaient tous ressembler à Georges Clooney, en tout cas appartenir au même club. Et les gens qui sont passés à la capsule sont souvent intéressés pour passer après sur le grain. Pour une raison déjà économique, parce que le café en capsule, c'est 80 € le kilo. Il n'y a que 5 grammes de café. Et c'est vrai qu'on a plus tendance, parce que les machines se sont aussi démocratisées, Mélita, Delonghi, Jura ou autres sont à des prix abordables. Et le taux maintenant, effectivement, d'utilisation de ces robots broyeurs est très important. Et puis c'est vrai que produire du marc de café pour le mettre dans ses plantes ou se faire un ravissant gommage le matin sorti de la douche. On peut se mettre du café sur le visage, ça marche ? Tu peux te policher effectivement avec du café. Tu vas avoir un teint, elle est magnifique. Les capsules, alors chez la grande marque, elle est en aluminium, mais chez toi, elles ne sont pas du tout en aluminium. Elles ne sont pas en aluminium, elles sont compostables. Alors on a des variétés de capsules particulières effectivement qui sont compostables, parce qu'on a voulu effectivement faire le contre-pied de ce système aluminisé qui est une des meilleures méthodes pour conserver les produits frais. Mais c'est vrai que le principe de la capsule compostable pour nous était important, de répondre à des consommateurs qui viennent chez nous avec un cadeau qu'on leur a fait, ou un mauvais cadeau qu'on leur a fait à la fête des pères par exemple, comme monsieur Michu vient et puis que sa petite fille lui va faire une machine à capsule pour la fête des pères, il ne va pas la balancer. Donc effectivement, on offre effectivement une solution de capsule avec notre café à l'intérieur, avec le 5, avec des capsules compostables. Donc pour essayer totalement biodégradable. Totalement compostables. Alors elles sont en quoi ? Alors elles sont en bois pour une partie, et aussi en amidon de canne à sucre. Quelqu'un qui n'y connaît rien, quand il va acheter une cafetière, comment on choisit une bonne cafetière quand on va... On va déjà chez un torréfacteur.
un torréfacteur local pour avoir des conseils. Et toutes les cafetières sont bonnes. L'extraction du café est quelque chose de simple, d'accessible. C'est un peu comme à l'image de la Cité de la gastronomie, il faut que les choses soient simples et accessibles. Et aujourd'hui, une cafetière filtre, même basique, du moment que vous mettiez un bon produit à l'intérieur, avec un filtre pas traité au chlore, vous aurez un résultat sympa si vous avez travaillé avec un torréfacteur local qui a utilisé des cafés de spécialité, parce que c'est de ça dont on parle, ce sont des cafés de spécialité qui respectent le prix fixé par le producteur, c'est le premier des piliers. Sur une échelle de 0 à 100, avoir une note de dégustation supérieure à 80, des cafés qui sont cueillis à maturité et cueillis à la main. Une fois que vous avez ces ingrédients-là, vous n'avez pas beaucoup de chance de faire un mauvais café. Dans cette émission, on aime bien parler des coups de cœur et partager des bonnes adresses et évidemment des bons produits qu'on met sur nos réseaux sociaux, Instagram, Bande de Food, etc. Toi, il y avait un chef sushi dont tu voulais parler. Ouais, moi c'est mon coup de cœur, c'est le chef Vincent Broggi. Qui est un chef sushi qui a été 4e au championnat de France cette année. Et qui a un talent fou, qui est venu 2 fois intervenir ici. C'est David qui nous l'a présenté. Je l'ai rencontré au championnat de France de sushi. Ouais. Voilà. Il nous l'a présenté et puis il est venu faire une intervention ici et on a adoré. On est tombé vraiment amoureux de lui pour ce qu'il fait, sa gastronomie, comment il travaille le sushi, comment il sublime avec des sauces, avec des épices, là, il fait tout un travail absolument formidable. Les sushis, ça paraît simple, mais c'est un art. C'est un art, c'est maître dingue. sushi, c'est quelque chose. Ouais, et puis c'est toute une gestuelle quand on le voit faire. Enfin, c'est presque de la danse quand il le fait. Vincent, il est très élégant quand il travaille. C'est hyper élégant et puis c'est un vrai savoir-faire, une manière de couper, une manière d'assaisonner. Préparation du riz déjà. C'est un riz, gros travail. Avec des gestes très techniques. Et après, il y a le produit aussi, bien sûr. Et puis il y a les couteaux aussi, où il faut casser son PEL pour les acheter. Ouais. Je trouve que des vrais couteaux de maître sushi. Il faut l'entretenir, surtout le couteau, parce qu'il ne s'agit pas d'en acheter un et d'en acheter un 6 mois après, il faut juste l'entretenir. Tu voulais nous recommander un livre à côté de toi? Ouais, j'ai un livre d'un chef particulièrement joyeux. Ouais, c'est Simone Zanonis, c'est le livre Pasta, Pasta, Pasta. Il est au Georges V, c'est ça? Exactement, il a un restaurant qui s'appelle le Georges. Et puis moi, je suis une fan de pâtes, parce que d'abord, j'avais une grand-mère italienne. Voilà, c'est comme vous pouvez le voir, un mec qui fait la gueule. Ouais, ouais, il est hyper sympa, il est hyper joyeux. Et puis vraiment, il communique sa joie de bien manger et de manger des pâtes gastronomiques. Ouais. Et voilà, et on apprend plein de choses dans son livre. Et comme je vous disais, voilà, moi, ça me touche parce que ma grand-mère était italienne, que chez moi, mon père qui cuisinait jamais, qui était chirurgien, tous les dimanches, il faisait sa sauce de pâtes, ça sentait bon dans toute la maison. Et voilà, c'est un peu une histoire familiale, les pâtes chez nous. Et puis moi, ça me permet aussi de faire manger des légumes à mes enfants, qui sont un peu durs. Et donc, dès que je leur mets des pâtes, je peux leur mettre des aubergines, des courgettes, tout passe avec les pâtes. Romain, toi, tu voulais nous recommander la charcuterie. J'ai acheté le livre des terrines, parce que j'ai jamais osé faire des terrines et ici je vais m'y mettre. Les terrines de la maison Véro. Gilles et Nicolas. Donc j'ai acheté le bouquin, alors je vais m'y mettre. On m'a dit que c'était une bonne base, mais voilà, je vais. Bourgogne oblige. Ici, ils mangent pas trop de poissons non plus. Ils vont en manger, t'inquiète. Non, mais ouais, mais moi aussi j'adore les produits de la mer. Genre, c'est pas très local, mais moi je suis né à Trouville, donc voilà, donc j'adore les produits de la mer. Et du coup. Ici, j'ai envie de faire des terrines. Parce que, de toute façon, il y a la culture du pâté-croûte ici, il y a Lyon qui est pas loin, donc il y a toute cette. Gilles et Nicolas qui sont vice-champions du monde de pâté-croûte. Ouais, c'est incroyable. On a fait toute une émission avec eux pour savoir si on disait pâté-croûte ou pâté en croûte. Alors C'est le gros sujet, ça. Tu fais comme tu veux. Ça dépend de la région. Il y avait une adresse que tu voulais recommander, alors, l'autre côté de Trouville, à Bruxelles. Ouais, ça c'est un resto que je. C'est les Brigittines à Bruxelles. Genre, c'est un resto qui est incroyable. Les meilleures frites de Belgique. Les meilleures frites, tout est meilleur. Il y a de la cantillon à la pression, il y a de la moquette au sol. C'est servi à la pince, donc les frites sont servies à la pince, la salade à la pince. C'est tout ce qu'on. Malheureusement, je trouve qu'on a plus ça en France. Et c'est resté dans une époque là-bas. Les serveurs sont sapés à l'ancienne, tablier, garçon de café. Il y a tout le service un peu à la française qu'on a perdu, un peu de la découpe au guéridon, tout ça. Et moi, je suis fasciné par cette époque de cuisine, sans tomber dans le tout chichi, mais ça flambe encore les crêpes, toutes ces choses-là. Et en plus d'être beau, c'est bon. À l'ancienne. Ouais. Émilie, question basique, quand on a un abattoir mobile, on va dans quelle boucherie? Et la boucherie Romain Leboeuf, tu m'avais parlé.
Ah oui, alors Romain Leboeuf. Qui porte bien son nom. Exactement, c'est un meilleur ouvrier de France. C'était surtout son bouquin en fait que j'ai trouvé super génial. C'est un petit peu un écosystème des MOF ici, j'ai l'impression. Ouais, vous là, êtes tous c'est un ça, peu. On dirait. Ouais, c'est ça. Et j'ai rencontré Romain Leboeuf sur une émission qu'on a fait ensemble à France Culture, Les Bonnes Choses. Et du coup, j'ai eu le cadeau génial de recevoir son bouquin, alors que j'ai pas pu amener ici parce que en fait, je l'ai confié à mes salariés. Ça s'appelle simplement Boucherie en fait. Mais c'est super parce que ça explique effectivement tous les morceaux de viande, les découpes, mais aussi un peu leur usage. Et puis même moi qui pensais connaître pas mal de morceaux, il y a des trucs que j'ai redécouverts. Le bateau par exemple, je ne connaissais pas. Et enfin voilà, mais c'est vraiment très instructif. Alors sur le bœuf, mais il y a aussi du coup l'agneau, enfin le cochon, etc. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, voilà, il n'y a pas que le steak haché et que les morceaux à griller, quoi. Il y a plein de morceaux, ils ont tous des intérêts différents. Moi personnellement, je suis très très fan du pot-au-feu, par exemple. C'est mon plat préféré, quoi. Et puisque c'est très instructif, il y a Cultivons-nous. Exactement, Cultivons-nous. Ah, ça c'est un autre bouquin que j'ai pas prêté, enfin que j'ai récupéré. Donc on est dans le vert, hein, pour ceux qui l'auraient pas compris. Voilà. Cultivons-nous, c'est le livre d'Édouard Bergeon, qui est le réalisateur du film Au nom de la terre. Et donc a fait un livre qui parle de l'agriculture et de l'alimentation, et qui est très très pédagogique et qui est vraiment bien fait en fait. Je vois le mystère des cantines scolaires, c'est un vrai sujet, l'alimentation en cantine scolaire. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'on a une problématique. Il y a l'injonction là, suite à la loi Egalim, que dans les cantines scolaires, il faut mettre de plus en plus de produits locaux, de qualité, etc. Ce qui est très très bien. Hein. Mais il y a encore d'autres choses à faire. Par exemple, leur donner le budget pour concevoir des cuisines où les cuisiniers puissent cuisiner et non pas seulement ouvrir des boîtes ou réchauffer des plats qui sont livrés tout prêts. Et puis former aussi ces cuisiniers et leur dire et puis apprendre aux élèves à manger, quoi. Donc il y a effectivement un gros sujet. Exactement. Vincent, quand t'es pas dans ton atelier de torréfaction, je bois. Tu vas où ? Je bois, je vais dans un superbe établissement à Marnay, en Haute-Saône. Je reviens toujours là-bas, ça s'appelle la Cave Sœur Bif. De Lino Ventura. Oui, où il y avait Lino Ventura, effectivement, avec Jean Gabin. Mais c'est surtout une cave absolument splendide à Marnay, tenue par un autre Gomez qui s'appelle Christian Gomez. On l'appelle le Zem d'ailleurs, qui a une cave magnifique. Sa fille maintenant qui a repris les rênes et qui est un endroit où il y a les meilleurs vins de la planète viticole française. Et c'est un endroit effectivement où on se ressource, où c'est la dégustation du vin qui m'a amené à la dégustation du café. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le vin et le café. Le café est un peu le vin de l'islam en fait. Hein. On a deux civilisations souvent opposées qu'on doit rapprocher, mais notre civilisation plutôt judéo-chrétienne, romaine, bachique, autour du dieu Bacchus du vin, et celle de l'islam effectivement autour du café que le prophète Mahomet aurait dégusté avant de conquérir Médine. Donc il y a beaucoup de similitudes parce que on fermente le vin, on fermente le café. Et donc je vais me ressourcer effectivement le vendredi soir. C'est un peu la récréation avec Barbara, avec ma femme, pour aller dans ce fabuleux endroit qu'est la Cave Sœur Bif à Marnay. Eh ben on ira. Wow. Ouais. On va y aller après l'émission. David, toi tu vas où quand t'es pas dans tes poissonneries ? Chez Ludovic Dumont, par exemple. Ouais. Comment il s'appelle le resto ? L'Ouvrière. Superbe découverte. Ça fait maintenant 2 ans que je connais Ludo. C'est dans le coin ? Non, pas du tout. C'est où ? Vers Tours, à Vaille en Châtellerault. Et un endroit, une cuisine qui est très empreinte de nature. Vraiment quelque chose qui me correspond, très travaillé, très délicat et très naturel. Une autre expérience ? L'expérience, Pierre Lambert. Un génie, un fou génie, je sais pas comment on peut le décrire, mais alors une cuisine qui explose, des choses qu'on n'a jamais vues nulle part. C'est un créateur. Une vraie expérience. Ouais, l'expérience. On parle beaucoup des gens, on parle beaucoup des lieux, mais on parle rarement des ustensiles. L'ustensile d'un MOF poissonnier écaillé, c'est quoi ? Moi, mon ustensile fétiche, c'est ce couteau à huître qui est là-dessus. Tiens, amène-le. C'est un forgeron de Toulouse qui fait ça. Et c'est un ami qui me l'a offert et j'y tiens très fort. C'est pas un couteau à huître, c'est une flèche. C'est un couteau à huître. D'accord, c'est un truc pour tuer les sangliers. Ça. Non, c'est un couteau à huître et qui est très efficace. Alors Lauriane, toi t'as pas fait dans le détail ? Ouais. En termes d'ustensiles ? La cocotte. Tu nous as amené le truc qui fait à peu près 12 kilos. Exactement. La fameuse. La cocotte, le creuset en fonte. Tu cuisines quoi avec ça ? Et moi je cuisine du paleron de veau en général, à l'os. Ouais. Et puis t'as piqué un truc à Vincent ? Ouais, j'ai piqué un truc à Vincent. Alors on n'a pas tout l'objet là Là c'est le moulin.
Peugeot pour moudre le café. Donc Peugeot ne fait pas que des voitures. Exactement. En fait, ils ont commencé par des moulins. Ah ouais? Ah oui, c'est l'histoire de chez Peugeot. C'est d'abord des moulins à épices. Et ensuite, ils se sont intéressés à la voiture. Mais la vraie origine de chez Peugeot, c'est les moulins. Romain, toi, c'est quoi ton ustensile? Bah, c'était la cocotte aussi, parce que c'est vrai que j'avais un petit Mais appart. toi, c'est pas le creuset, Non, le concurrent. c'est Staub, ouais. En fait, c'est ma copine qui m'a offert ça à Noël, une énorme cocotte Staub. Et à Paris, forcément, on peut pas, vu qu'on a des plus petites cuisines, etc., c'est un peu plus compliqué. Et vu qu'ici, j'ai une maison, c'est vrai que c'était un peu c'est un aboutissement à 35 ans d'avoir une cocotte Staub. Non, mais tu sais, elle est toujours là. T'as réussi dans ta vie si t'as une Staub, en mais fait. non, mais d'avoir une cocotte en fonte, quoi. C'est vrai que oui. voilà, j'ai toujours vécu dans des apparts. Et puis là, t'as une maison, t'as une grande cuisine, t'as un grand fourneau. Et tu peux cuisiner, quoi. Et enfin, à la maison, parce que dans le restaurant, c'est toujours... Eh ben, merci à tous. Il est l'heure de nous quitter avant de se retrouver pour un prochain épisode de Bande de Food. On a fait semblant de déguster, maintenant on va pas faire semblant, on va y aller vraiment. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez partager tous les bons produits, toutes les bonnes adresses qu'on a recommandées avec nos invités merveilleux, talentueux et respectueux des produits sur Instagram, TikTok et tout ce qui utilise des pouces et des étoiles. À très bientôt pour un nouvel épisode de Bande de Food.